bonjour Olivier Thériault, Bonjour. Vous êtes une figure maintenant, hein. Vous êtes vu, on vous voit dans plusieurs médias. Donc vous êtes délégué CGT RATP Bus. Donc C'est ça. voilà, exactement, ça c'est vraiment important pour vous. Première question large, mais quand même je trouve assez intéressante. Comment vous êtes passé dans le syndicalisme? Ça, c'est une question assez intéressante, on ne me l'a jamais posée vraiment. En fait, j'étais pas spécialement prédestiné à m'engager syndicalement parce que je suis fils d'un papa qui était à la RATP, mais dans son secteur, c'était pas quelque chose de très répandu de faire du syndicalisme et puis de faire surtout grève. Enfin voilà. Moi, j'ai été élevé par les infos de TF1. On parlait pas de syndicat, on parlait pas politique vraiment à la maison. Moi je suis arrivé dans le monde du travail, même limite j'étais un peu sarkozyste. Enfin, j'élargis, je grossis un peu le trait, mais avec une certaine idée du travail que j'avais vue à travers finalement les médias de masse, quoi. Donc je pensais que pour réussir dans la vie, il fallait travailler et voilà, que tout travail mérite salaire. Et puis bon, je ne suis pas rentré à la RATP tout de suite. J'ai fait mes études en même temps que McDo. Et puis finalement, j'ai lâchement abandonné mes études pour continuer McDo. J'ai fait une société, je me suis retrouvé manager chez Columbus Café. Je le dis, j'en ai un peu honte, mais j'ai été escroc. C'est-à-dire que j'ai vendu des fenêtres pendant 7 mois. Et puis un jour, je n'arrivais plus à me regarder dans le miroir, donc j'ai tout plaqué sans rien derrière. J'ai du coup fini par faire mon dossier de candidature à la RATP. Et en attendant, j'ai dû bosser chez But. Et puis j'ai fini par rentrer à la RATP. Et là, donc je suis rentré en 2004. Et quand je suis rentré à la RATP, je suis rentré dans une entreprise où j'ai vu qu'il y avait un autre monde du travail, où à l'époque encore, on prenait encore soin des gens qui venaient travailler à la RATP, avec des collègues qui étaient informés, des syndicats qui étaient forts. Et voilà. Et arrivé 2007, je me suis... alors ça, je le crie pas trop fort, mais je me suis syndiqué à l'UNSA. Pas par conviction syndicale, mais parce que la personne qui m'avait formé à la RATP était à l'UNSA. Et puis bon, au bout d'un moment, on m'a dit bah, tiens, fais ta carte. Bon, moi, à l'époque, j'y connaissais rien et je pensais que tous les syndicats étaient là pour défendre l'intérêt collectif et à part la lutte. Et c'est vrai que moi, dans ma vie, j'ai jamais trop aimé qu'on me dise ce que j'ai à faire. Enfin, j'ai jamais aimé l'injustice. Et visiblement, déjà petit, j'avais un caractère un peu fort où quand j'avais pas envie, j'avais pas envie. Oui, c'est une question que j'allais Voilà. vous poser d'ailleurs. Hein. Ouais. Est-ce que ça revient aussi, parce que vous avez des germes déjà de lutte sociale quand Ouais. vous étiez plutôt petit? Pas spécialement, mais voilà, quand j'ai un peu borné, quoi. Quand quelque chose me plaît pas, je suis jusqu'au boutiste et il faut vraiment, voilà, je suis capable d'aller très loin quand je pense que c'est pas normal, voilà, ou quand je n'ai pas envie. Et j'ai une petite anecdote là-dessus, mais du coup, je vais ouvrir plein de tiroirs, quoi. Mais quand j'étais tout petit, mon père a voulu me faire entrer dans une école de musique. Arrivé pour faire des tests, hein, c'était une école pour faire des tests. Enfin, fallait rentrer avec des tests. Et en fait, je savais pas ce que je faisais là. Moi, j'avais pas trop compris pourquoi j'étais là. Et quand on m'a commencé à me demander de faire ceci, cela, j'ai dit non. Et il a rien pu faire, mon père. Ils ont beau essayer de me motiver, de me rassurer, c'était un non, j'étais complètement bloqué. Et à l'époque, on a dit à mon père, votre enfant, il a un caractère fort, ça se verra plus tard. Donc visiblement, il s'était pas trompé. Voilà, il semblerait que j'ai un caractère fort. Pour autant, ça ne veut pas dire que je suis dénué de conscience ou de réflexion, mais c'est vrai que ouais, quand ça me prend aux tripes, je suis dur à déloger. Et du coup, pour en revenir à comment je suis arrivé au syndicalisme, donc cette entrée dans l'UNSA est arrivée dans la même année, 2007, j'ai pris ma carte sans trop savoir où j'avais pris ma carte. 2007, il y a eu les conflits sur les régimes spéciaux à la RATP. Donc j'avais 3 ans de boîte et j'ai tout de suite compris qu'il fallait se battre, qu'on ne pouvait pas laisser se faire piétiner comme ça. J'ai vu l'arrivée de Sarkozy au pouvoir, j'avais déjà commencé à mettre de l'argent de côté parce que je savais que ce qui nous attendait, c'était pas terrible. En 2007, j'ai vu que j'étais pas à ma place dans ce syndicat.
En gros, moi j'étais parti du principe que la lutte, c'est tout le monde fonctionnait sur la lutte. Et j'ai vu à l'époque les militants de l'UNSA, ceux qui m'ont expliqué qu'il fallait prendre ma carte chez eux, que c'était le meilleur syndicat, pour qui j'avais voté pour les élections professionnelles. Je les ai vus tous chercher des excuses pour fuir la grève et dire bon, non, en fait on a obtenu ce qu'il fallait, et ils n'avaient rien obtenu du tout, quoi. Et là, j'ai été encadré j'ai regardé ceux qui menaient la lutte, et dans mon dépôt, ils n'étaient pas nombreux, mais c'était des copains de la CGT. Qui m'ont pas forcé la main, qui m'ont dit viens on va en manif, qui m'ont laissé voir par moi-même comment ça se passait. Alors j'ai pas pris ma carte tout de suite. Il y a un petit moment de l'histoire que je vais garder pour moi qui fait que j'étais en colère face à certains militants de la CGT. Mais au bout de 3 ans, donc arrivé en 2010, il y a eu les élections professionnelles dans mon dépôt de bus et j'ai vu la CGT se faire laminer parce que j'ai considéré à l'époque par des avant-gardistes, des gens sont arrivés là et qui ont à l'époque sali celui qui m'avait donné envie d'aller dans les manifs, de militer. Et c'est là que j'ai pris la décision de me syndiquer à la CGT et d'aider la section à évoluer et à donc faire ouvrir les consciences des collègues dans mon dépôt de bus. D'accord, donc aujourd'hui, revenons un peu à l'actualité, on vous voit beaucoup sur les plateaux. Aujourd'hui, comment vous la considérez? C'est quand même une grève historique qui date depuis 46 jours, je crois, aujourd'hui, me semble-t-il, ou 45. Enfin, déjà, je crois que c'est le 47e. Voilà, 47e jour. Je ne compte pas. Voilà, je pense, parce que c'est quoi votre regard? Vous êtes dans la lutte, effectivement, vous défendez, d'ailleurs, vous êtes critiqué, vous, la CGT, notamment RATP, mais vous, personnellement, si vous deviez prendre un peu de recul, comment vous la considérez, cette lutte, par rapport à votre engagement? Déjà, moi, comme je dis, j'ai connu la grève de 2007. Il y a eu 2010, ça a été un peu compliqué aussi 2010. Il y a eu un second coup de rabot sur les retraites. Mais ça ne s'est pas très bien concrétisé, c'était pas vraiment très très suivi. Il y a eu plein de mouvements comme ça qui m'ont semblé importants, mais ça n'a pas débrayé. Il y a eu l'ANI, il y a eu les lois Rebsamen, la loi travail, toutes les attaques, notamment pour la SNCF aussi, ça nous concernait, le 4e paquet ferroviaire. Enfin, j'ai vu plein de choses passer sans que les gens prennent conscience ou en tout cas aient envie de se battre. Et je me suis dit, où est-ce qu'on va, quoi? On va jamais y arriver. Donc moi, ça fait 12 ans en fait que j'attends un vrai soulèvement, une vraie prise de conscience et un engagement des agents, notamment dans mon secteur, pour dire mais à un moment, il y en a marre de se faire marcher dessus, quoi. Et là, cette grève-là, c'est assez impressionnant parce que on en discutait avec d'autres camarades pour le 13 septembre, où on s'est dit mais en fait, autant sur les autres mouvements, on s'est arraché pour que les gens se mettent en grève et ça n'a pas marché, autant là, c'était comme si, en fait, c'était déjà tout fait. On allait voir les gens, il faut se mettre en grève. Non, c'est déjà fait. Vraiment, on est tombé sur le cul. Ouais, vous avez été surpris, effectivement, de l'engagement du mouvement dès le début, quoi. Ouais. Et du coup, j'ai quand même essayé d'analyser pourquoi là, ça prenait. Et il y a une telle rage aujourd'hui qui est d'accumulation. Alors peut-être qu'il y a l'effet gilet jaune, je ne sais pas. Voilà, c'est la question que j'allais vous poser, d'ailleurs. Il y a plein de choses en fait qui se cumulent, qui sont voilà. Et pourquoi aujourd'hui, je n'arrive toujours pas à me l'expliquer. Mais c'est comme une révolution, elle ne se décrète pas. C'est la succession de plusieurs échecs. Et puis à un moment, paf, ça débraye. Donc c'est pour ça que ça ne se décrète pas. Et donc le démarrage le 5. On savait que ça allait être fort, mais franchement, moi le premier, je ne pensais pas qu'aujourd'hui, je pourrais dire j'ai eu 47 jours de grève dans les pattes, quoi. Ce mouvement-là, moi, comment je l'analyse? Je l'analyse qu'aujourd'hui, il y a vraiment un vrai ras-le-bol. Que la politique macroniste, qui est la succession des politiques, que ce soit de Hollande ou de Sarkozy, enfin pour moi, c'est les mêmes, tout cela. Oui, la faute pour vous n'est pas que Emmanuel Macron, finalement. Ouais. Il y a une politique bien antérieure. Mais pour moi, de toute façon, je suis peut-être complotiste, mais pour moi, les hommes politiques qui sont mis en place, ils ne le sont pas mis par hasard. C'est-à-dire que quand on regarde les grands médias, ils sont détenus par des grands patrons. Et au-dessus, il y a quand même un intérêt très important. Pour moi, il y a une caste sociale supérieure qui choisit son candidat. La nouveauté avec Macron, c'est qu'avant, ils choisissaient un candidat parmi des partis politiques. Là, ils ont choisi de créer leur candidat.
quand on voit les soutiens de Macron, les AXA et tout ça, puis d'où vient Macron, moi ça me frappe. Alors peut-être que je me trompe, mais je trouve que ça fait quand même beaucoup de coïncidences. Et aujourd'hui, on a un champion du monde du libéralisme. Et il a accéléré les politiques en place, quoi. J'ai une question intéressante. Vous avez parlé de classe. Moi, je voulais vous poser la question, est-ce que vous pensez que c'était un retour de la lutte des classes aujourd'hui, avec une fracture de France, avec une France mondialisée, des élites ou des gens qui sont assis financièrement, et une France périphérique. Et on reparlera des Gilets jaunes, parce que je pense que c'est important que vous en disiez un mot. Est-ce que c'est une lutte des classes pour vous, un retour de lutte des classes? Pourtant, c'est un vieux terme, la lutte des classes, marxiste. Je n'arrive pas à savoir si aujourd'hui on peut définir plusieurs classes. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une prise de conscience. Allez, admettons, c'est un retour à la lutte des classes. C'est pas la lutte des classes qu'on a connue avant, où dans les, comment dire, par exemple, on prend mai 68, ou on prend la 36, où il y a une conscience politique dans un collectif qui a germé suite à des guerres, suite à des mouvements très durs, avec les montées du fascisme et tout ça, donc des familles qui ont souffert de ça. Aujourd'hui, on ne peut pas dire dans notre génération qu'il y a des gens qui ont souffert du fascisme ou de tout mouvement comme ça qui ferait qu'aujourd'hui il y a une conscience de classe. Par contre, les gens voient bien qu'on les balade. Ils s'en rendent compte, ils sont conscients eux-mêmes qu'ils sont dans un système où c'est dur d'en sortir. Parce qu'on a notre confort, parce qu'on a la technologie, voilà, on a tous son smartphone, son ordinateur, sa belle voiture. Enfin, c'est un choix de société. Moi, j'ai pas de voiture neuve, quoi. Je fais un choix comme ça, mais tout le monde veut avoir, tout le monde veut posséder. Et à un moment, on sait qu'on est piégé dans un système, mais en même temps, on peut s'y complaire. Dire bon, de toute façon, tant que moi je peux manger, Sauf que là, à un moment, cette prise de conscience, elle est en train d'évoluer parce que même aujourd'hui, un salarié ne vit pas avec son propre salaire. On préfère vivre en couple parce qu'il faut 2 salaires pour vivre. Donc finalement, on recrée des classes avec des travailleurs pauvres. Donc c'est plus les mêmes classes. Mais par contre, il y a une conscience qui revient, pas sur les mêmes bases. Il y a les réseaux sociaux qui jouent énormément là-dedans. Après, est-ce qu'on se retrouve pas finalement à entendre tout et n'importe quoi, ce qui fait que les gens sont complètement perdus. Et c'est là où moi je trouve que c'est important justement qu'on prenne notre place dans les médias, c'est que moi quand je m'adresse dans un média, j'essaye vraiment de faire à mon humble niveau réfléchir les gens, dire mais attendez, vous voyez pas ce qui se passe, regardez juste en prenant quelques éléments factuels, en regardant la mauvaise foi des gens qui nous parlent, ça devrait faire quand même un moment, ça devrait faire tilt, quoi. Il y a quelque chose qui se passe. Et on fait un retour en arrière. Moi, on m'a toujours expliqué qu'il y avait un curseur social, qu'à un moment, c'était les patrons, les riches, les représentants du capital qui avaient la main. Et puis quand il y avait des grosses luttes, on venait arracher ce qui était notre droit, puisque c'était le fruit de notre travail et de notre santé, et que là, à un moment, par rapport au rapport de force, il devait céder. C'est ce qu'on appelle une révolution. Une révolution, c'est un tour sur soi-même. Si on l'étale dans le temps, ça fait une sinusoïdale. Voilà, c'est ça pour moi le curseur social. Et là, on voit bien qu'on est dans un creux. Ils sont en train de grappiller tout et ils n'ont même pas honte de dire en fait c'est dans l'esprit du Conseil national de la résistance. Enfin, ils vont très loin, c'est incroyable. Il y a des camarades qui doivent se retourner dans leur tombe en entendant ça. Et j'ai une question sur ce conflit social. Là, vous reparlez du CNR, effectivement, le pacte social. Est-ce que vous, Olivier Thériault, aujourd'hui, bon, vous êtes cégétiste, on va dire syndiqué, est-ce qu'il n'y a pas une valeur aussi de citoyen chez vous qui a émergé? Et je vous poserai la seconde question sur les Gilets jaunes. Oui. Cette réémergence finalement de la conscience citoyenne, vous parliez tout à l'heure de l'individualisme, du confort, de la voiture. Est-ce que dans cette lutte sociale, ce mouvement ne montre-t-il pas à un moment donné que les Gilets jaunes ont amorcé une lutte sociale, et ensuite il y a eu une prise de conscience citoyenne. À tort ou à raison, peu importe, mais c'est une question que je vous pose. Il y a eu une mutation de la lutte sociale. Moi je disais, je n'ai pas été politisé enfin je ne considère pas avoir été politisé plus jeune, mais par contre mon père m'a appris quelque chose, c'est qu'en commun, on pouvait passer des bons moments avec très peu de choses. Ça a l'air de rien quand je dis ça, mais pourquoi je dis ça ? Parce que mettre les choses en commun, c'est quelque chose de magnifique. Et ça se traduit au plus près des municipalités. Quand on met les choses en commun, c'est l'esprit de ce qui fait notre différence en France, c'est que justement, on a des systèmes solidaires.
Et c'est ça qu'on doit nous envier. Et c'est ça qui fait qu'on a des grandes avancées sociales qu'on a eu des grandes avancées sociales il y a 70 ans, en sortie de guerre. Et avec 0 franc dans les caisses. Les gilets jaunes, c'est une mutation. Moi, je vois ça comme une mutation de la société parce qu'il y a eu une perte de confiance dans les corps intermédiaires. Mais pour moi, cette perte de confiance, elle a été orchestrée. C'est-à-dire que les médias de masse, à force de taper sur ceux qui défendaient le travail, les gens ont vu ça et se disent oui, en fait, ils font rien, ils servent à rien. Donc les gilets jaunes, pour moi, c'est là où ça a été une bonne chose. Malgré qu'au départ, j'étais très sceptique sur les revendications, parce que moi, j'en ai fait des manifs de gilets jaunes, même si je ne me considère pas comme un gilet jaune à plein temps. Et j'ai toujours du mal à défiler à côté de fachos, et de l'autre côté, des gens qui sont plutôt de gauche, quoi. D'ailleurs, c'est plutôt mon obédience. Et donc, au départ, j'avais très peur de ça, même si je savais que c'était l'émergence d'une colère bien plus profonde. Bon, on a un an de gilets jaunes derrière. Moi, je fréquente des groupes de gilets jaunes qui soient déterminés ou tout simplement plus du genre à faire des manifs avec les petites fleurs, parce qu'il y a un peu de tout. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'ils commencent quand même à comprendre finalement à quoi servent les corps intermédiaires. Et donc les gilets jaunes, ils ont apporté énormément, je trouve. Par contre, on voit toujours les limites quand on n'arrive pas à coordonner et avoir entre guillemets des vrais porte-parole. C'est selon vous ce que permettent des syndicats finalement, les structures coordonnées, c'est ça, les manifestations, les actions aussi que vous pouvez entreprendre. Oui, ouais. Oui, on ne peut pas se permettre de ne pas être coordonné, d'être désorganisé quand face à nous on a des gens qui sont très organisés et bien coordonnés. Et d'ailleurs, moi je pense quand même que malgré tout dans les gilets jaunes, il y a de la coordination, il y a des choses qui se sont mises en place parce qu'eux-mêmes se sont rendus compte que c'était nécessaire. Donc il y a des groupes de gilets jaunes qui se sont montés. Et très rapidement d'ailleurs. Hein. Oui, on a souvent dit qu'ils n'étaient pas organisés, mais il y a eu quand même très rapidement des groupes de gilets jaunes. Donc finalement, il y a même des gens qui ont essayé d'émerger du système en étant des leaders. Bon, là pour le coup, il y en a qui se sont fait très vite sabrer parce que je ne vais pas donner des noms parce que c'est quelque chose que j'ai pas spécialement vécu, mais on me le raconte. Et donc moi, je fréquente des groupes de gilets jaunes qui sont particulièrement déterminés. Et qui me disent mais là c'est hors de question que telle ou telle personne parle pour nous parce qu'en plus justement même dans les gilets jaunes il y a des gens on sent qu'il y a du bis-bis quoi, donc c'est toujours le danger quoi. Quand les personnes émergent, qu'est-ce qu'ils vont faire de leur notoriété, et ça et quelque part c'est même la question que je me pose parce que je me dis moi là je contrôle pas ce qui m'arrive, je vois bien que je suis de plus en plus mis oui, en avant. Et je sais que ça, quelque part, c'est un super danger, quoi. C'est demain, je ne sais pas, moi, qu'est-ce qui va m'arriver, comment contrôler tout ça. Et voilà, parmi les gilets jaunes, il y a des choses qui se sont passées comme ça. Après, moi, quand je vois un Jérôme Rodriguez, il continue, il est droit dans ses bottes, quoi. Et il renvoie toujours à la citoyenneté et pas à sa propre personne. Donc ça, c'est ce qui fait qu'il tient. Ouais. Et finalement, est-ce que c'est pas la question fondamentale, je dirais même essentielle, du bien commun, de la préservation du bien commun? Et on fait tous une idée du bien commun. Mais pour le coup, ce mouvement de grève massif, c'est aussi cette préservation du bien commun. En tout cas, si on devait comment on fait? Voilà. En tout cas, si on devait rapporter ça à la lutte que nous on a menée à la RATP avec la SNCF, à chaque fois on a dit cette grève on la faisait pour tout le monde. Et c'est pas pour faire joli, parce que des batailles corporatistes, on saurait les mener. Mais on a déjà vécu ça en fait. Moi je suis rentré dans Boîte en 2004, mais en 2003 il y avait eu une attaque sur les retraites et la clause du grand-père où vous ne serez pas touché, on nous l'a sorti quoi. Donc moi j'en ai discuté avec les collègues qui étaient en 2003 et ils m'ont dit oui, à un moment on avait un courrier de la directrice qui nous a dit vous ne serez pas touché. Et puis en 2007 ils nous ont touchés après. Donc on connaît ce jeu de dire vous ne serez pas touché et puis on va vous toucher après. Donc nous on a bien vu le danger. Maintenant, c'est la communication qui est comme ça. À chaque fois, c'est des vieux mécanismes, parce qu'ils ne changent pas leurs mécanismes, je trouve, au niveau des dirigeants. Ils ont toujours les vieilles méthodes qui durent depuis des dizaines, voire plus des centaines d'années. Et c'est de dire, regardez, c'est les régimes spéciaux qu'on veut défoncer. Et non, c'est l'arbre qui cache la forêt. Tout le monde va être touché. On va défoncer tout le monde. Mais surtout, c'est à cause d'eux. Donc ça, c'est là-dessus qu'on a bien communiqué, en expliquant qu'on se battait justement pour ce bien commun. La retraite, c'est un bien commun qui est géré justement, c'est de l'argent
qui échappent au système financier. Et là-dessus, nous, on a été plutôt pédagogues. C'est pour ça que je pense qu'on a beaucoup de sympathie dans ce mouvement. Maintenant, ce qui nous manquerait, c'est que les gens se mouillent avec nous. Ouais. Mais alors, effectivement, je reviens à cette idée, mais on vous a beaucoup accusé de corporatisme sur les plateaux, ou même les hommes politiques aussi, même certains des hommes politiques dans l'opposition d'Emmanuel Macron. Comment vous avez anticipé ça? Comment vous l'avez appréhendé quand vous avez commencé à entendre pleuvoir ou à siffler les accusations de corporatisme en disant RATP, SNCF, ils défendent leur beefsteak. Et on a d'ailleurs entendu chez les Gilets jaunes aussi, chez des groupes Facebook, assez massivement. Les syndicats, ils vont défendre leur truc, et puis une fois qu'ils auront eu ce qu'ils veulent, ils nous lâcheront et ils retourneront bosser. Comment on le vit, ça? En fait, il n'y a pas eu besoin de s'y préparer parce que fondamentalement, on y a cru. On y a cru. On le savait que c'est ce qu'on était venu chercher. On a tous des enfants, on a de la famille, donc on a des amis. Voilà. Moi, je peux pas dire je me bats pour mon truc. Par contre, se battre pour le bien commun, c'est se battre pour soi, à la fin. L'inverse n'est pas vrai. À se battre chacun de son côté, on ne se bat pas pour le bien commun. Donc évidemment que quand on se bat pour l'ensemble des corporations de travailleurs, on y en retire un bénéfice. Mais ce n'est pas le but premier. Le but premier, c'est d'abord de ne pas faire perdre au collectif justement la richesse de ce bien commun. Ça a été très facile, parce qu'on l'a fait avec sincérité. Par contre, on voit bien qu'à chaque fois, quand en face de nous, nos détracteurs manquent d'arguments, paf, c'est un de leurs réflexes. Donc en fait, c'est du beurre pour nous, quoi. C'est-à-dire qu'en face de nous, on a des gens qui sont de moins en moins des politiciens. Moi, je le vois, les députés de l'AREM, j'appelle ça mes petits jouets aujourd'hui. Parce qu'ils fonctionnent de façon automatique. Sauf des anciens politicards qui viennent souvent du Parti Socialiste, les champions du retournage de veste, je les appelle, où ils ont un peu l'expérience de la Dupri. Mais ceux qu'on a pris dans le civil comme ça, on a l'impression qu'ils ont été choisis au hasard. Ou des anciens, mais qui n'ont pas forcément gravité dans un milieu politique, dans un milieu de politicards et d'apparatchis. Ils sont très faciles à mettre en difficulté. Je ne dis pas ça pour me vanter, mais moi j'ai demandé des conseils à d'autres camarades sur la communication. Quelqu'un comme Benjamin Hamar, je lui ai dit, mais Benjamin, si j'attaque les choses comme ça, il me dit, non, te prends pas la tête, Olivier. Va sur ça, des trucs très factuels, et tu verras, laisse-les se mouiller tout seul. Il n'y a pas mieux pour qu'un menteur se découvre que de le laisser parler. Et vraiment, ça a été très très rapide. Moi, j'ai compris tout de suite qu'en fait, en face de nous, on n'avait pas des gens qui défendaient un idéal, on avait des gens qui défendaient leur place. Et on le voit bien quand on va sur les plateaux, le week-end, on a l'impression qu'il y a une permanence. On dit, tiens, toi, tu vas porter le truc. Et puis on rencontre les mêmes gens sur le plateau, les mêmes députés, voilà, puis ils disparaissent, et puis on en a d'autres. Et puis quand on discute avec eux en off, la moitié sont complètement paumés. Il y en a même qui nous disent, moi ça m'est arrivé, il m'a dit, mais cette réforme, elle est pourrie. Elle n'est pas préparée, elle est pourrie, puis elle n'a pas de sens. Et puis même sur d'autres sujets, dire, et puis je vais vous dire, la taxe d'habitation, c'est une grosse connerie, je ne sais pas qui nous a pondu ça, de la retirer. Donc c'est ça qui est en plus affolant, c'est qu'en fait, ils ont juste 2-3 personnes qui dirigent dans ce parti, ce simulacre de parti politique, et les autres, ce sont des bons petits soldats. On dit tu dis ça, et si tu dis pas ça, hop. Et ça, c'est ce qu'on appelle la démocratie. Oui, ils assurent selon vous le service après-vente finalement. Exactement, c'est un service après-vente. C'est ni plus ni moins que ça. Et c'est relativement grave. C'est-à-dire que finalement, le Parlement, c'est une bande de béni oui-oui, quoi. Et qu'on nous fasse croire que le Parlement va nous voter une belle loi, il n'y a qu'à voir comment les lois passent. On a vu des vidéos où c'est affolant, où on vote la loi, mais sans regarder même s'il y a des votes, hop, ça passe, vous êtes pour, hop, oui, et puis ça fait même rire la personne qui annonce. Enfin, voilà, moi je trouve ça hallucinant de nous faire croire qu'aujourd'hui le Parlement il est démocratique. Moi j'ai pas voté pour Le Pen, j'ai pas voté pour Macron. Voilà, je le dis clairement, au deuxième tour j'ai voté pour personne. Parce que pour moi c'est deux formes de fascisme. Mais quand bien même, quand on vote pour un président ou une présidente, c'est pas une délégation de pouvoir, quoi. On ne peut pas dire les gens ont voté pour le programme de Macron, donc il l'appliquera son programme. Oui, parce que ça c'est beaucoup avancé par les ténors, on va dire, de la majorité. Le président a été élu, il tient ses engagements, la réforme sera faite parce que les Français l'ont porté au pouvoir. Ça c'est quand on n'a pas d'arguments. Quand on n'a plus d'arguments, on sort des vieilles chimères, des trucs comme ça. Macron, monsieur le président, il a été élu
en partie, alors déjà au premier tour, beaucoup d'abstention, il sort en tête, c'est vrai, donc il y a des gens qui ont voté pour lui, pour son programme. Je ne sais pas si on vote pour l'entièreté d'un programme, mais en tout cas, on vote plus pour une personne qui nous fait croire qu'elle va apporter quelque chose de positif. Depuis 2 ans, on ne peut pas dire que les gens sont plus heureux, se sentent mieux et vivent mieux, hormis les plus riches. Donc qu'on ne me fasse pas croire que le programme de Macron, c'est quelque chose qui est souhaité par ceux qui sont dans la rue aujourd'hui, qui sont majoritaires dans le mécontentement de la façon dont a été géré notre pays. Alors, je voudrais qu'on revienne sur les syndicats. On a été frappés, nous, sur des idées qu'on s'est faites, et du moins quand on l'a vu sur le terrain. La base des syndicats, et à peu près tous les syndicats, UNSA, CGT chez vous, FO et d'autres, ont finalement arrêté d'écouter les porte-parole des grands syndicats. Ça, c'est quand même, je trouve, historique. Est-ce que déjà, vous pensez la même chose, une première chose, et est-ce que, si c'est le cas échéant, est-ce que ça vous paraît aussi quand même un élément extrêmement important de cette nouvelle lutte? Parce qu'au niveau de la lutte, il y a quand même une fragmentation des syndicats où la base, semble-t-il, est en train, la grève, vous l'avez dit, la grève appartient aux grévistes. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots quand même de ça? Alors, moi, je fais des stages d'accueil pour les nouveaux syndiqués. Et donc, quand je présente la structure de la CGT, je leur pose une question très simple, je leur dis c'est qui le patron de la CGT? C'est une question piège, il n'y a pas de patron à la CGT. Quand on me dit Martinez, je dis non, Martinez, monsieur Martinez, c'est un porte-parole. C'est pas nos patrons, c'est pas eux qui doivent nous expliquer quand est-ce qu'on s'arrête, quand est-ce qu'on fait grève. Ou alors ils le font quand ça bouge pas en dessous. Donc c'est toujours la base qui doit impulser et qui doit du coup demander à notre porte-parole, voilà. Donc là-dessus, pour moi, je veux dire, ce qui se passe actuellement, en tout cas de mon point de vue CGT, moi ça me va très bien les positionnements de Philippe Martinez, même si des fois il peut, je trouve à titre personnel, mais ça me regarde que moi, être peut-être un petit peu maladroit dans la com et être mal compris. En tout cas, il n'a déjugé aucune de ses troupes sur le terrain. Nous, on a fait le travail dans chacune des unités de la RATP sans avoir de consignes, mais tout simplement parce qu'on applique nos orientations et nos statuts en tant que syndicat à la CGT. C'est peut-être pas le cas dans d'autres syndicats, je ne vais pas faire de l'anti-syndicalisme primaire, mais quand je vois qu'un Laurent Berger, il ne consulte pas sa base pour dire on va faire ci, on va faire ça, quand je vois un Laurent Escure qui, dès le début de la grève, a pris des courriers dans la tronche de la part des syndiqués du syndicat UNSA Traction pour leur dire « Oh, tu te mêles pas de ça, c'est nous qui menons la grève, tu vas pas nous expliquer ce qui est bon pour nous », et que finalement, il appelle à la trêve, il se fait déjuger. Là, il est en train de dire « On a fait des avancées super, c'est génial, on va avancer sur cette retraite par points », alors que ses troupes disent « Mais non, mais ta retraite par points, c'est de la merde, quoi ». Et ben là, oui, il y a un problème. Mais à la limite, s'il y a un problème démocratique comme ça, moi j'invite les militants de ces syndicats à jeter leur carte ou à changer de dirigeant. À la limite, ça c'est leur popote interne. Moi, ce qui m'intéresse le plus dans ce mouvement, c'est qu'il y a énormément de personnes qui n'ont jamais fait grève, qui pour la plupart ne sont pas syndiquées et qui se sont révoltées. Et moi, dans mon dépôt, j'ai vu des révélations, des personnes qui m'ont donné des grandes leçons de vie. Et qui m'ont dit, non, écoute, on va gérer la grève, on sait pourquoi on est en grève, on n'a jamais fait grève et là, ça nous tient à cœur parce qu'on voit bien ce qui est en train de se passer. Toi, Olivier, syndicat CGT, fais ce que tu sais faire et fais entre guillemets, ton politicard, voilà. Mais nous, t'inquiète pas, on va gérer le dépôt et les copains grévistes, on va faire le taf. Et ça, c'est quelque chose d'incroyable parce que jusqu'ici, moi, en 12 ans, j'ai cravaché à dire... à expliquer aux gens pourquoi il fallait se mettre en grève, comment on s'organisait. Et là, c'est eux qui ont, petit à petit, se sont accaparés les mécanismes d'une démocratie syndicale sans être syndiqués. Et ce qui, moi, à titre perso, m'a permis justement d'aller travailler dans l'interpro, d'aller démarcher, si je peux le dire comme ça, mais en tout cas d'aller à la rencontre des élus, des autres centrales dans l'interpro pour la CGT, mais également cet interpro qui me tient à cœur dans le 92 Nord avec d'autres syndicats, d'autres corporations de travailleurs. Et du coup, on a vraiment pu mettre en place un vrai travail de sensibilisation et d'action. Alors, vous avez parlé d'un mot important, la démocratie. Comment ça se passe là, dans la petite popote interne, je reprends vos termes, de la démocratie dans la grève chez vous? Ça se vote, il y a des discussions, des débats, parce qu'on a quand même beaucoup dit, il y avait des atteintes aux non-grévistes. Comment vous le voyez ça et comment ça se passe réellement
Je crois que ça ne se passe pas partout pareil. Euh, le fonctionnement des unités sur cette grève, déjà, il y a eu très très rapidement une conscience qu'on n'était pas là pour défendre nos organisations syndicales. Et moi, je regarde ce qui se passe dans mon dépôt et je regarde ce qui peut se passer un petit peu ailleurs. Ça, c'est une constante. C'est quasiment une constante partout. Il n'y avait pas d'étiquette syndicale et donc tout le monde s'organisait en commun de façon très solidaire. Après, il y a des formes différentes de démocratie. Dans certains dépôts, chaque matin, on fait une assemblée générale et on vote tous ensemble de la suite à mener, jour par jour. Moi, dans mon dépôt, ça a été un fonctionnement un petit peu différent. Je crois qu'il est un peu unique. C'est que nous, en fait, c'était à travers des moments festifs le soir, où on a appris à tous se connaître, où finalement on faisait des nuits blanches sans forcément passer au vote, mais juste en discutant et en disant bah tiens demain on fait ça, tiens. Comme si la reconduction elle était tacite tant qu'on ne retirait pas ce projet. Donc finalement, la démocratie dans mon dépôt, moi ça a été de laisser ceux qui voulaient en jouer, de mettre en place leur propre façon de s'organiser. Et après, dans un dépôt ou dans un autre, c'est vrai que la gestion du non-gréviste, elle n'a pas été forcément tout le temps la même, et puis elle a été aussi beaucoup instrumentalisée par les médias. Nous, dans notre dépôt, il peut y avoir des débordements, ça arrive. On a plutôt été sur le sens de l'humour, et puis de toute façon, ça serait complètement débile d'aller insulter constamment les collègues qui ne font pas grève, parce que comment ils se mettraient en grève demain si on ne leur a pas expliqué le sens de la réforme, si on ne leur a pas donné aussi envie. Hein. Moi, je partage... pour moi, une grève, ce n'est pas que des moments de lutte. Il faut des moments de convivialité, il faut des moments d'explication, il faut des moments pour temporiser. Et ça, pour le coup, moi, c'est ce qui a été la force dans mon dépôt et dans beaucoup de dépôts à la RATP. C'est ce qui fait le succès de ce mouvement. Alors on vous reproche beaucoup, hein, vous êtes souvent attaqué sur finalement une minorité qui bloquerait, qui empêcherait les franciliens et plus largement les Français, franciliens pour vous puisque vous êtes RATP Bus. Qu'est-ce que vous répondez quand on vous dit ça? Vous êtes qu'une minorité à bloquer un certain nombre de milliers ou de dizaines de milliers de franciliens qui voudraient aller vivre, aller et venir à leur guise. Je pense que nos détracteurs sont des gens qui sont en difficulté. Ils n'ont pas beaucoup d'arguments, donc ils utilisent des arguments faciles qui peuvent faire mouche pour la personne qui ne prend pas un peu de recul. Pour autant, s'il y a un énorme courant de sympathie de ce mouvement, c'est que les gens ils misent sur le fait que la RATP, la SNCF peuvent faire changer les choses parce qu'ils ont un vrai pouvoir de blocage. On a passé énormément de temps à aller voir les gens. Moi, j'ai pris les transports quand ça me faisait mal de prendre les transports et de voir quelqu'un conduire. Mais voilà, j'ai pris le tram, j'ai pris le bus. Et ma première pensée à chaque fois, c'était tiens, je vais ouvrir le débat dans le bus avec les usagers. Donc les usagers nous ont majoritairement soutenus. Ils ont eu du mal, c'était dur, les transports, ça l'est encore. Mais ils nous disent, mais vous avez raison. Mais le problème quand même, c'est que c'est beaucoup de la délégation. Voilà. Donc on aimerait que ce soit plus de la délégation et que ce ne soit pas une grève SNCF RATP. Moi c'est ce que je dis, je ne suis pas gréviste de la RATP et je suis gréviste. Donc je ne sais pas si je m'éloigne un petit peu de la question. Non, la question posée sur effectivement la légitimité. Voilà, parce que c'est quelque chose qui vous a été beaucoup reproché, même de plus en plus. Hein, voilà, donc ça, j'aimerais bien avoir une réponse. Vous avez en partie répondu. Voilà, la légitimité ou pas de dire, bon, on est gréviste, est-ce qu'on gêne trop de gens, est-ce qu'on est minoritaire dans une grève et dans un mouvement social, et donc on empêche finalement de circuler librement des gens qui ne sont pas du tout, qui n'en ont rien à faire, pour être tout à fait trivial. Oui, je pense que ça peut être perçu dans beaucoup de grèves comme ça. D'ailleurs, injustement, on nous dit vous êtes tout le temps en grève. Bon, franchement, depuis déjà la loi travail, c'était pas énorme, ça a été pas très long. Mais on peut pas dire qu'on soit vraiment souvent en grève, ou en tout cas, il n'y a pas d'impact, parce que la RATP sait très bien s'organiser pour faire travailler des gens en repos sur des jours de grévistes. C'est-à-dire que moi... ça me fout les boules, mais il y a quelqu'un qui ne travaillait pas, qui vient prendre mon service. Donc ça, par contre, ça me met en colère. Là, je comprends pas que ça puisse exister, ça.
En tout cas, que je ne comprends pas qu'une personne puisse accepter de le faire. On vous dira, on vous rétorquera qu'il avait besoin peut-être d'argent et que le salaire, effectivement, ça lui permettait de faire un extra. Ah oui, bien sûr. Et donc moi, je perds de l'argent et il vient prendre dans ma poche, plutôt que de se battre pour avoir un vrai salaire. Bon, voilà. Ouais, donc là, c'est vrai qu'il y a toute la fracture est là quand on est, Oui, on est bien gréviste. sûr. Là, on est dans l'individualisme, là. Voilà. Après, bon, il y a quand même un service minimum assuré parce que nous, quand on prend les gens en otage, bon, je ne vais pas aller sur la rhétorique, enfin, c'est quand même un peu fort de café. Par contre, l'entreprise RATP, elle n'a pas de problème à mettre des coups de pression aux gens, justement, pour empêcher qu'ils se mettent en grève alors qu'ils ont la volonté de le faire. Il y a 5 types de personnes, à peu près, qui font le choix de ne pas faire grève. Il y a ceux qui ne le font pas parce qu'ils ne sont pas convaincus qu'il faut la faire. Il y a ceux qui ont des problèmes d'argent. Il y a ceux qui viennent d'arriver dans l'entreprise, parce que pour nous, c'est 1 an avant d'être commissionné, avant d'être validé. Il y a ceux qui veulent de la promotion, enfin qui sont dans un cursus de déroulement de carrière, ce qui n'est pas quelque chose de péjoratif. Et puis, il y a ceux qui veulent changer de métier dans la RATP, qui veulent passer du bus au métro. Pour 3 cas sur ces 5 cas, derrière, c'est de la répression de l'entreprise. Tu veux être commissionné, fais pas grève. Tu veux aller au métro, fais pas grève. Tu veux finir aux ressources humaines, fais pas grève. Voilà. C'est ça qui a permis d'avoir le service minimum. Donc quand on nous dit à nous qu'on met des coups de pression aux non-grévistes, j'aimerais qu'on regarde réellement ce qui se passe et on est face à une direction qui remplace nos services quand on est gréviste et qui met la pression à d'autres pour ne pas la faire. Donc voilà, ça c'est très fort de café, c'est insupportable. Et nous on doit rester calme avec tout ça. Parce que c'est ça aussi, moi je vois on nous dit on se radicalise, on est dur voilà. Mais s'il y a des échauffements dans une grève, c'est parce que aussi les conditions sont faites, sont créées pour qu'il y en ait. Et après on va dire c'est les méchants grévistes. Non, il n'y a pas de méchants grévistes, il y a des gens qui sont convaincus. Vous êtes radicalement opposé, ça je l'ai entendu, vous êtes radicalement opposé. Oui, c'est un terme très à la mode, le radicalement. On met le radical à toutes les sauces. Je sais pas, moi je suis juste opposé. Si tu me demandes quelque chose que je te dis non, est-ce que c'est un non radical? Voilà, je sais pas pourquoi, enfin si, je sais maintenant, j'ai une petite analyse, mais on met le mot radical à toutes les sauces en ce moment. J'ai entendu sur un plateau une députée dire à Anas Kazim c'est du terrorisme verbal. Mais c'est incroyable. Là, pour le coup, il y a des violences dans les propos, et ça, on ne le condamne pas. Par contre, on va rentrer à la CFDT pour chanter et dire Laurent Berger, tu négocies pour qui? Tu représentes personne. Là, ça, c'est très violent. Oh là là, qu'est-ce que c'est violent. On va aller embêter M. Macron devant un théâtre. Qu'est-ce que c'est violent. Des fois que le gros service d'ordre ne puisse pas assurer sa sécurité. Alors après, il se poserait, est-ce que la question, plus largement, parce qu'il y a pas mal de gens, d'ailleurs on l'a vu, nous on a été assez frappés, voir sur les blocages, et encore aujourd'hui, on voit qu'il y a des grévistes, des syndiqués, il y a aussi des gilets jaunes, il y a des professeurs, des avocats ce matin, notamment à Dunkerque, parce qu'aujourd'hui Emmanuel Macron va à Dunkerque visiter après-midi une usine, et d'ailleurs, et on voit qu'il y a toute une foule de gens qui ne vivaient pas ensemble, qui n'avaient pas l'habitude de se côtoyer, se retrouvent sur des ronds-points, devant des zones industrielles. Ça vous inspire quoi, ça? Est-ce que là, est-ce qu'on a la convergence des luttes ou pas, Militario, là en tout cas, si je devais dire merci pour une chose à ce gouvernement, c'est ça. C'est merci de nous avoir rappelé qu'il pouvait y avoir de la solidarité. C'est ce que disaient les Gilets jaunes, je vous rappelle. Mais bien sûr, mais moi, moi c'est quelque chose de naturel, la solidarité, mais il y a peut-être des gens qui n'ont pas connu ça dans leur éducation ou dans leur parcours de vie et qui se rendent compte que c'est quand même mieux de vivre à plusieurs autour d'un plat de pâtes que de vivre chacun dans son coin avec son téléphone portable. Donc moi, j'ai envie de dire merci à ce gouvernement. Vous êtes allé tellement loin que vous avez vous-même ramené les gens vers le sens de la solidarité et du vivre ensemble. Donc moi je trouve ça parfait. C'est quelque chose qui aujourd'hui, c'est une machine qu'ils ont mis en route, ils ne vont pas l'arrêter. Moi je suis persuadé, peu importe comment on sort de ce mouvement, je suis persuadé que la prise de conscience, ça y est, la graine elle est en train de germer. Et l'histoire de la lutte chez les ouvriers, chez les prolétaires, ça a été comme ça. Dans l'histoire, si on vient à la création des syndicats, c'est parti quand même de beaucoup d'événements qui, à un moment, ont permis aux gens de se rassembler. C'est quelque chose que j'explique, moi, quand je fais de la formation syndicale, c'est comment on est arrivé à créer des syndicats confédérés. Enfin, ça a été un ensemble comme ça d'événements où les gens se sont rendus compte que quand même c'était collectivement
qu'on pouvait faire les choses et que surtout la pensée collective, elle était très 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 intelligente. Que les meilleures avancées sociales, elles n'ont pas été proposées par la bourgeoisie, le patronat, enfin tous ceux qui représentaient le pouvoir. Mais les meilleures avancées sociales, enfin les seules avancées sociales, on va dire carrément, elles sont le fruit de la réflexion finalement des plus pauvres. Voilà. Mais la richesse de la connaissance, contrairement à celle du capital, elle se partage, elle se propage sans qu'elle soit coupée en deux. Et ça, ils vont le prendre dans la tête, c'est en train de se passer. Je ne sais pas si on est vraiment à l'aube de quelque chose, mais moi je le sens. Alors j'ai une question. Quel est votre rapport à la nation? Vous parlez alors du CNR, des acquis sociaux, vous parlez de fraternité, donc ça c'est quand même des mots qui sont dans le champ sémantique de la nation. Je ne parle pas de l'État, je parle de la nation. Là. C'est quoi votre rapport à la nation, Olivier Thériault, dans la fraternité, dans la lutte sociale? Est-ce que la nation joue quelque chose? Est-ce que ce ferment qui est en train de se faire, d'après vous, c'est aussi la nation? Je sais pas, parce que je me considère comme un homme du monde. J'ai du mal avec les frontières. Parce que la nation, alors je ne sais pas, peut-être que je vais dire des bêtises, mais pour moi, au nom de la nation, on ne peut pas faire n'importe quoi. Voilà. Si je prends la Première Guerre mondiale, c'était quoi? C'est des nations dans lesquelles des prolos tirent sur des prolos pour des intérêts des patrons. Voilà. Et c'est quoi l'intérêt de la nation, en fait? Là-dedans, c'est des intérêts économiques, parce qu'on ne peut plus coloniser ailleurs, donc il faut aller piquer sur le terrain de son voisin. Mais donc, je peux vous citer Jean Jaurès qui disait la nation, c'est le seul bien qu'il reste aux pauvres, aussi qui protège de la pauvreté. La nation, elle a du sens que quand la démocratie parle réellement. Alors après, on va me dire démocratie, attention, le terme démocratie, ça ne veut pas vraiment dire que c'est la voix du peuple, la racine fait que... Bon, je ne vais pas rentrer dans des détails, moi je ne suis pas un grand historien, je ne suis pas un grand philosophe. Non, mais vous avez un ressenti, c'est intéressant. Je suis juste un monsieur tout le monde, quoi. Qui prend juste le temps de se poser quelques questions de temps en temps et qui partage le fruit de sa pensée dans des débats d'idées avec des gens qui sont d'ailleurs pour la plupart, enfin pas forcément d'accord. Moi, la nation, elle a de sens que si elle est la voix du peuple, que son dirigeant de cette nation, ce n'est qu'un porte-parole, c'est quelqu'un qui doit, si le peuple n'est pas d'accord et qui est avec ses orientations, doit être changé. Voilà. Alors ça, c'est très idéologique, mais moi, je ne peux pas donner les clés à quelqu'un en lui disant, voilà, je te fais confiance. La nature humaine fait que, et je le vois même au sein même de mon syndicat, moi, je ne peux pas garantir que chaque personne qui est syndiquée CGT soit quelqu'un de bien intentionné. Je n'ai pas la garantie. Voilà. Il n'y a que les actes qui font. Donc quand quelqu'un ne respecte pas ce pourquoi il est mis au pouvoir, ou c'est-à-dire pas un programme, mais faire qu'on dirige bien la France, État-nation, et qu'on prenne soin de ses citoyens, il doit dégager. Il doit être remplacé par quelqu'un qui prendra ce soin-là. Et là, aujourd'hui, Macron, je pense que sincèrement, je ne peux pas dire il est mal intentionné, bien intentionné, je pense qu'il est dans sa bulle. Il pense... Hop là. Il pense bien faire. Pour moi, il pense bien faire. Hein. Il est dans son microcosme, il pense bien faire. Voilà, c'est un grand séducteur quand il parle, voilà, il séduit les gens en pensant qu'il va les convaincre de quelque chose qui est bon pour eux. Sauf que, mec, réveille-toi. Tu as des sondages qui ne sont pas faits en plus par des gauchos, quoi. Des sondages qui sont plutôt faits par des gens qui sont là pour un petit peu t'arranger, quoi. Ils te disent, il y a des gens qui ne sont pas contents. Ils sont majoritairement pas contents. Et ce qui est encore plus dramatique, c'est que les médias, c'est les grands médias de masse, quand on voit, il y a 51% de pour, ils disent qu'il y a 40% de contre, en fait, ils oublient de dire qu'il y a 16% de gens qui n'ont pas d'avis. Voilà. Donc, c'est très très dangereux ce qui est en train de se passer. Donc, s'il doit y avoir un État-nation, c'est un État dans lequel les citoyens ont le pouvoir de faire changer les choses quand leur porte-parole ne respecte pas le rôle pour lequel il est là, c'est-à-dire s'occuper d'eux et faire qu'ils puissent vivre correctement de leur travail, et qu'ils puissent profiter d'une vie après ce travail parce que eux, les citoyens, ils y ont donné leur santé, ils y ont donné du temps. Dernière question, un peu plus personnelle pour vous. Comment vous voyez, vous, après la grève, la politique? Non, vous resterez CGT, on vous sent très engagé. De façon, à partir du moment où vous êtes extrêmement médiatisé et que vous vous engagez sur les thèmes, on se pose forcément la question de savoir si à un moment donné, vous n'avez pas envie, des velléités, ou du moins des envies, des appétences pour aller défendre autre chose de façon plus grande. Alors, moi, j'ai toujours eu ce même fonctionnement-là, je ne réclame rien. C'est-à-dire que
Par exemple, à la CGT, j'ai jamais dit je veux faire ceci, je veux faire cela. Je suis contre d'ailleurs l'idée qu'on puisse faire une carrière syndicale, par exemple. Pour moi, on doit être légitime quand on fait quelque chose. C'est intéressant ça. Et Parce que ça a été beaucoup reproché aux porte-parole, aux grands leaders syndicaux de faire carrière. Moi, j'ai jamais rien réclamé. Je pense que ce qui compte, c'est la légitimité de ses camarades, voilà, de ses frères, de ses sœurs. Et donc, j'irai pas dire je veux faire ceci. À titre personnel, je me pose la question actuellement, qu'est-ce qui va m'arriver demain? J'en ai aucune idée. Mais comme je disais tout à l'heure, j'ai quand même un petit peu conscience que, pour le coup, je viens d'être mis devant les feux de la rampe. C'est pas avoir la grosse tête, c'est juste avoir... je vois que moi qui suis pas très Facebook, j'accepte de plus en plus de gens qui me demandent en ami. Donc la notoriété fait que, à un moment, c'est une machine qui peut s'emballer. Donc, oui, parce que peut-être que vous portez une voix qui est bien au-delà de la CGT ou des grévistes. Je sais pas, c'est une question que je vous pose. Peut-être. Parce que la dernière vidéo que vous avez faite a fait pratiquement 2 millions de vues. Je ne me rends pas compte, j'en sais rien. Et c'est dans ce sens-là que je vous parle. Vous êtes devenu un personnage public actuel. Est-ce qu'à un moment donné, ça ne vous donne pas envie aussi de défendre vos convictions de façon plus large, bien au-delà de cette grève-là? Déjà, moi, je n'ai pas l'impression d'être un personnage public ou d'être au-dessus de quelqu'un d'autre. Ça me gêne. En plus, moi, voilà, ça me touche parce que là, pour le coup, ça éveille ma sensibilité. Je suis à fleur de peau, quoi. Donc, quand j'entends des trucs comme ça, j'ai presque envie de chialer. Mais je n'arrive pas à me considérer comme ça. Pour moi, je suis juste le même qu'avant ce conflit. Si demain, l'opportunité est faite de faire de la politique parce que ce que je fais, ça aide un collectif, ça aide une... Bien sûr que je ne peux pas dire non. Moi, la question, c'est pas mon ambition personnelle. Voilà, j'ai pas d'ambition personnelle. Je veux être utile là où on pense que je le suis. Si on me dit demain, ça serait utile que tu sois chroniqueur sur un média, je serai chroniqueur sur un média, mais pas n'importe lequel, pas n'importe quel prix. J'en sais rien. Vraiment, pour défendre vos convictions, alors. Mais pour moi, mon rôle, et c'est pourquoi je sais que je suis à ma place, c'est celui-ci. C'est dire je dois porter le message pour lequel on croit en moi. Ou en tout cas le message qui vient de mes convictions personnelles sans être parasité par l'appât du gain. Ou voilà. Voilà, pour moi, j'ai juste envie d'être honnête. J'ai juste envie d'être honnête et j'ai pas envie demain qu'on me dise ah bah tiens, il a accepté ci, il a accepté ça. Voilà, j'ai vraiment pas envie de ça et je sais que c'est quelque chose. Enfin, j'ai l'habitude, moi je suis un élu dans une instance, je sais très bien que de toute façon à partir du moment où on vient là ou là, derrière ça parle et l'absence d'un endroit fait que on a le dos rond. Et bon, moi, c'est ce que j'ai découvert dans cette grève, c'est qu'en fait, j'ai beaucoup de gens qui m'ont, à travers d'autres personnes, qui m'ont sali ou qui ont une image de moi négative. Et là, ils ont eu la preuve qu'en fait, j'étais toujours le même. Et dans ce mouvement, j'ai pris ma place. Dans mon dépôt, je ne suis pas un inconnu. Et avec toute l'équipe de grévistes qu'on a eu dans mon dépôt, on a mis des choses en place qui étaient magnifiques. Parce que justement, moi comme d'autres, on n'était pas ces personnes qu'on a voulu définir, des gens peut-être mal intentionnés. Voilà, donc voilà, la sincérité, les actes, c'est ça qui parle. D'accord. Merci beaucoup Olivier Thériault de ce long entretien. Merci. Merci beaucoup.